Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Aujourd'hui, nous recevons quelqu'un que vous avez souvent rencontré dans les festivals en France, en Europe et même au-delà. Quelqu'un qui est singulier, quelqu'un qui n'est pas dans les sentiers battus du grand show business, suivez mon regard, mais qui ne manque pas du tout de talent car il en a à revendre et même à redistribuer dans le monde entier. Cette personne doit commencer par fredonner une chanson que vous connaissez ou pas peut-être et vous allez admirer la texture vocale et surtout vous régaler. Bonjour Serge. Bonjour Jackie. Est-ce que tu peux nous chanter quelque chose qui permettrait à ceux qui te connaissent ou ne te connaissent pas de savoir qui tu es? Voilà que d'autres bras tendus s'en vont strier nos aubes claires. Voilà que de jeunes cerveaux refont le lit de la charogne. Nous allons compter des pendus au couchant d'une autre après-guerre. Et vous saluerez des drapeaux en priant debout sans vergogne. Amis dessous la cendre, le feu va tout brûler. La nuit pourrait descendre dessus nos amitiés. Voilà. Vous avez compris, il s'agit de Serge Udjé, que vous connaissez certainement, étant donné que son CV est grand. Je n'ai pas réussi à le parcourir en un an. Les Africains sont des Marseillais, en fait. Les Africains sont des Marseillais. Oui. Comment ça? D'abord, Marseille est la porte ouverte sur le monde, oui. Et notamment sur l'Afrique, parce que par là. Et les Africains ont la réputation de tout grandir, de tout agrandir. Tu connais pas l'histoire de la sardine qui a bouché le port de Marseille? Ah bon? Non, je la connaissais pas. Voilà, je peux me l'apprendre. C'est la métaphore marseillaise par excellence. Oh, que coquin de sort. Oui. Que c'est bon, ça dit. C'est une exclamation marseillaise. Hein? Oh, que coquin de sort. Je ne sais pas ce que ça signifie, mais bon, voilà. C'est marseillais, ça. Alors, Serge Udjé Royo. Oui, parce que... oui, je sais bien. C'est aussi barbare que les noms africains. Hein. Pareil, ça ressemble aussi pas compliqué. Non, ça c'est facile, ça. C'est très facile, ça. C'est facile, ça. Serge, il s'est dit que tu es naquis à Paris. Ouais. Il y a de cela combien d'années environ? Bientôt 70. Bientôt 70. Ouais. Il ne les fait pas, hein? Dans quelques jours. J'aimerais être comme lui quand j'aurai 70 ans. Le gars est encore frais comme du poisson de Marseille. Juste à côté de Serge, quelqu'un qui est souvent dans son ombre, mais quelquefois on la voit sur scène derrière le micro. Christine, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ça va bien. Oui, l'accueil est bon. Ah, l'accueil est bon. J'espère qu'il n'y a pas que l'accueil, le bœuf bourguignon aussi est bon. Ah, aussi. Ah oui. Et le mafé blanc, alors que vraiment c'est la perfection. Ben, le mafé blanc, oui, ben, il faut dire que c'est la sauce blanche, hein, avec, comment on appelle ça, la crème fraîche, je crois que c'est pas un truc comme ça, voilà. Oui, il y a plein de choses. Comme nous avons rebaptisé mafé blanc. C'est riche. Oui, c'est riche, très riche. Alors, Serge, tu naquis à Paris. Oui. De parents qui avaient fui le régime franquiste. Oui. C'est bien ce que j'ai compris. Hein? Ouais. Il y en avait quelques centaines de milliers à cette époque-là. Et ils ont fait souche. Et puis, ces enfants qui étaient donc des exilés, des enfants d'exilés, peu à peu sont entrés dans cette société avec plus ou moins de difficultés, parfois. Ouais. Même souvent. C'était des gens pauvres. Hein. Et bon, il y a eu la guerre, donc beaucoup d'Espagnols ont participé à la résistance. Et tout à l'heure, hors antenne, tu parlais de l'aventure africaine, de l'armée de reconquête de la France, de Leclerc. De Leclerc et d'un Tchoréré. Et d'un Tchoréré que je ne connaissais pas, que tu m'as fait découvrir, et j'espère bien que tu m'en raconteras un peu plus. Tout à fait, tu regarderas le documentaire. Parce que je pense qu'on s'enrichit régulièrement de ce qu'on ignore. Donc c'est important. Et il y avait dans cette armée Leclerc des Espagnols qui avaient fui Franco. Et les premiers hommes de la division Leclerc qui sont entrés dans Paris le 24 août 1944 étaient des Espagnols. Ah, d'accord. Les premiers
Les premiers qui sont arrivés devant l'hôtel de ville, qui ont déployé leur half-track, les voitures chenillées, c'était des Espagnols. J'espère que cela se sait, ça. Ça commence à se savoir. Ah, Ça a été caché pendant des décennies. oui. Mais nous avons dû monter une association. Ça sache, notamment, parce que tu Ouais. parlais de Gaulle. Ouais. Et on a falsifié l'histoire véritablement Ouais. pour que Pauvres Français. ce soit les Français libérés par eux-mêmes. Ouais, c'est ça. Français libérés par eux-mêmes. Voilà. C'est la raison pour laquelle mes ancêtres, ce seraient des Gaulois. Bien sûr, tu ne t'en souviens pas. Je m'en souviens plus. Tu as perdu la mémoire. Ouais, je l'ai perdu la mémoire. Il va falloir vite la retrouver. Hein. Si jeune. Alors, donc, tu naquis à Paris et as-tu fait partie de l'armée française dans un certain moment? Tu as fait ton service militaire, je suppose. J'ai fait, oui. À l'époque, ça se faisait, oui. Moi, j'ai fait mon service militaire. Ouais. Où ça? En Allemagne. En Allemagne. Dans l'armée d'occupation. Jésus, Marie, Joseph. Ah oui, c'était Tu cherchais des ennuis, toi? Ou on te cherchait des poules en Allemagne? Oui, mais j'ai été très vite puni, en fait. J'ai fait 4 mois de classe à Joigny, dans l'Yonne. Mhm. Et je ne sais pas si je peux raconter ça, mais quand on arrivait à l'époque, on nous faisait faire un petit laïus. On nous disait, donnez-nous un peu vos premières impressions au bout d'un mois. Mhm. Et surtout, mais dites vraiment ce que vous pensez, parce que ça nous permet d'améliorer l'accueil des jeunes qui viennent faire... Le pauvre est tombé dans le panneau. Je suis tombé dans le panneau comme un naïf, bien sûr. Tu as expliqué clairement ce que tu pensais. Mais j'étais pas très politisé, mais j'ai dit juste, j'ai l'impression d'être dans une grande prison. Je trouve que les gens qui nous commandent sont des gens brutaux, violents, méprisants. Oh là. Et voilà, je disais ça parce que je me disais, voilà, je dis les choses, ça va peut-être attirer l'attention sur cette façon d'accueillir des gens. Ça me faisait pas plaisir, moi, d'aller passer un an de ma vie hors de la société. Et j'ai été appelé chez le capitaine 3-4 jours après. J'ai tout de suite compris parce que j'ai reconnu mon papier, qui était à l'envers évidemment, et tout était souligné en rouge. Oh Jésus, Marie, Et je me dis, qu'est-ce qui va m'arriver? Et en fait, on m'a muté disciplinairement en Allemagne. Oh là là. Le hasard fait que je suis tombé comme un coq en pâte. Ouais. Dans un endroit où j'ai géré la bibliothèque, la discothèque, donc j'étais comme vraiment... Dans ton élément. J'étais dans mon élément. Comme dit quelqu'un que tu connais, Charles Aznavour, on t'a affecté au département des fiches. Oui. Oui. Eh bien, c'est très curieux parce que si tu veux, il y avait une espèce de discipline totalement disloquée dans cet endroit-là. Ouais. On faisait les cartes pour l'armée parce que comme je venais de l'imprimerie, j'étais dans un endroit où on faisait les cartes pour l'armée, les cartes militaires exclusivement avec les couloirs aériens secrets, etc. Et c'était très tranquille. Il n'y avait pas de discipline, il n'y avait pas de maniement d'armes, on ne marchait pas au pas. Voilà. Donc j'ai passé un an de ma vie un peu... bon, c'était moins dur que les malheureux qui étaient à côté, qui faisaient les chars, qui eux... Toi, tu lisais des bouquins. Moi, je lisais des bouquins, mais je lisais beaucoup de bouquins, et c'est moi qui commandais les bouquins. Et j'ai pu comprendre très très vite le système de censure de l'armée, parce qu'il y avait des bouquins interdits. Et alors, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais une liste de bouquins interdits, alors que de toute façon, je n'avais accès qu'aux bouquins autorisés. Mais du coup, j'ai pu comprendre comme ça quels étaient les bouquins interdits. Et quand je suis sorti, je suis allé chercher tous ces bouquins dont j'avais vu, et notamment il y avait, je me souviens, il y avait Le Trou à l'époque. Le Trou qui a donné le film, après une histoire d'évasion, un film en noir et blanc. C'était prémonitoire pour toi qui aime des chansons, des chanteurs engagés. C'était prémonitoire. Des petits trous, toujours des petits trous. Ouais, c'était... Ça te préparait à cela déjà, hein? On va pas parler de ça parce que c'est... D'accord. Je suis né en 1947. 47. Voilà. D'accord. Donc la guerre mondiale, dite mondiale, était terminée. Et les soldats français avaient donc pu aller s'occuper des Algériens, s'occuper des Indochinois, des Camerounais, s'occuper des Camerounais, s'occuper des Malgaches, etc. Parce que 45. Le 8 mai 45, qui est le jour officiel de la fin de la guerre mondiale. Le 8 mai 45, il y a un massacre dans les colonies françaises par l'armée française. Moi, je préfère t'écouter car j'apprends. Oui.
Enfin, les journalistes ne savent pas tout, ils doivent au quotidien apprendre. Et lorsqu'on est en face de Serge Huguet Royo, on doit apprendre. Voilà, je le dis humblement, je dois apprendre. on apprend tous et il faut ouvrir ses oreilles et ses yeux. Toi, mon Dieu, je ressortirai à la tête bien remplie. Je ne sais pas, mais on apprend tous tout le temps. Moi, j'apprends tout le temps des choses. Alors, tu as évoqué dans l'armée française qui s'est occupée de l'Algérie, du Cameroun. Je vais en profiter, je vais vraiment surfer là-dessus pour te faire savoir que Constantin Melnik, qui faisait partie des dirigeants français à l'époque, a écrit dans un livre publié chez Plomb il y a 21 ans, dont le titre est « La mort était leur mission ». Il explique que l'armée française qui venait de perdre la guerre d'Indochine avait été rapatriée et envoyée en Afrique, en Algérie et au Cameroun. Et cette armée-là, effacée de la carte du monde de certains villages bamileke au Cameroun, avec le napalm, l'arme de destruction massive qu'on accusait Saddam Hussein de posséder. C'est pas moi qui l'écris, c'est Constantin Melnik. Oui. Le livre publié chez Plomb en 1996 est intitulé « La mort était leur mission ». Il explique là-dedans ce que tu évoques là. L'armée française s'est vraiment occupée de l'Algérie et du Cameroun. Oui. Le plus grand génocide jamais perpétré en Afrique noire que... je préfère m'arrêter là car j'ai besoin de vivre en France. Oui, oui. Alors je peux le dire moi, Toi, je peux dire des choses. Oui. Je peux dire par exemple que le camp de Tiaroy a fait l'objet d'un film. Le camp de Tiaroy, donc c'est un camp de l'armée française, au Sénégal, au Sénégal, surtout colonial, et que les malheureux soldats coloniaux noirs ont eu le toupet d'exiger d'être payés comme les Blancs puisqu'ils avaient fait la guerre. Donc au moment de la solde, ils se rendent compte qu'ils sont payés la moitié. Donc ils protestent, mais un peu comme on proteste dans une entreprise parce que on veut une augmentation de salaire, normal, il y a le coût de la vie, etc. Et ça s'envenime. Ils se font complètement berner par le commandement qui leur accorde ça. Et dans la nuit, des camions militaires viennent, cernent le camp et tirent dans le camp. Et tuent un grand nombre de ces gens qui demandaient juste qu'on revalorise leur paye, qu'on les considère comme étant égaux à leurs frères d'armes blancs. Voilà. Ils sont massacrés à Tiaroy. Massacrés. Et ça a fait l'objet d'un film. Voilà, un film de Semben Ousmane. Semben Ousmane, effectivement. Voilà, on connaît. Je vais vous ajouter que la décristallisation des pensions de ces anciens tirailleurs sénégalais est encore d'actualité. Et c'est notre ami Charles, le journaliste, écrivain, investigateur Charles Onana, qui s'est battu pour cela ici en France, et même jusque-là, il y a encore des poches de résistance, et nous ne comprenons toujours pas pourquoi nous avons les mêmes ancêtres gaulois, et nous ne sommes pas payés au même niveau que les autres. Bon, nous allons parler de musique, parce que sinon quelqu'un pourrait se fâcher et nous renvoyer chez nous. Mais toi, on te renverrait où en Espagne? Ce serait drôle. Ce serait drôle. C'est un gouvernement de droite en Espagne en ce moment, je sais pas. Serge Huguet Royo. Alors, ta carrière musicale commence en quelle année? Tu commences à montrer que je suis du temps du vinyle. J'adore le vinyle. D'ailleurs, il est remis au goût du jour, le vinyle. C'est vrai, oui, c'est vrai. Moi, je préférais le vinyle. Je vais te montrer que j'en ai plein là. Oui. Oui, moi aussi, je préférais. Parce qu'on pouvait faire de belles pochettes avec des textes, etc. C'est beau, hein? Très beau, ça. Alors, ta carrière musicale commence en quelle année? J'ai vu 73 par là. Oui, c'est ça, oui. 73. 73. Alors, à cette époque-là, tu avais 6 ans. Je suis... Bravo. Je vais t'expliquer le pourquoi. Ma maman que tu vois en face là, naquit en 1948, et moi je naquis en 73, et elle avait 25 ans. C'est facile de faire réfléchir. Donc je pourrais être ton père. Tu es mon père. Tu es mon père, je n'ai pas l'intention de te lâcher parce que je vais prendre ce que tu as comme héritage à me léguer, ce que tu as là-dedans et là ici. Voilà, c'est tout. Ton compte en banque ou en Suisse, je m'en fous. Oui, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. Donc, en 73, comment est-ce que tu arrives à la musique déjà? Il faut qu'on comprenne. Oui, moi je suis né dans un milieu prolétaire, cultivé et politisé. Mon père était anarchiste. Anarchiste, oui. Espagnol. Pour chanter Léo Ferré, il faut être anarchiste. Et ma mère était
aux jeunesses socialistes en Espagne. Donc c'était meeting permanent quand j'étais môme à la maison. On refaisait la guerre civile. Il refaisait la guerre à la maison. Mais oui, il y avait à chaque fois toutes les tendances politiques de l'exil qui s'engueulaient. Les communistes disaient aux anarchistes, les communistes qui osaient venir à la maison, disaient aux copains anarchistes, à mon père, mais c'est de votre faute, de toute façon, qu'on a perdu la guerre militaire, parce que vous vouliez pas vous plier aux ordres. Les anarchistes disaient, mais non, c'est vous nous avez tiré dans le dos, à tel endroit. Les socialistes disaient, oui, c'est vrai ça. Les républicains modérés disaient, voilà, vous recommencez la guerre. Voilà. Moi, j'entendais ça quand j'étais môme. Ça forme un petit peu le caractère. On se dit, tiens, on a des racines assez douloureuses, violentes, complexes, évidemment. Et donc, quand j'ai commencé à chanter, évidemment, j'ai chanté. D'abord, j'écrivais pas. Je prenais toutes les chansons révolutionnaires que je glanais. Oui. Et puis, c'était la grande époque, dans les années 70, c'était la grande époque des usines en grève occupées. Oui. Ça ne se fait plus beaucoup, ça se fait encore. Mais à l'époque, c'était très, très, très courant. Et donc, on allait donner l'aubade avec quelques camarades. L'aubade, c'est-à-dire chanter. Ah d'accord, oui, mais je suis à cette époque-là, donc... Bon, c'est plus vieux que ça, l'aubade. Les troubadours donnaient l'aubade. D'accord, donc on allait chanter pour les comités de grève, les piquets de grève, les gars qui restaient enfermés dans leur... et on allait leur chanter des chansons de lutte, italiennes, espagnoles, françaises, belges, anglaises. Quelquefois portugaises, oui, pas très gay. Oui, mais tu connais, toi. J'apprends. Oui. Non, parce qu'effectivement, ça s'est fait comme ça. Donc voilà, j'ai commencé à chanter surtout de la chanson pamphlétaire. Voilà. Et puis peu à peu, j'ai écrit moi-même, mais j'ai écrit pamphlétaire. Ouais. Donc il y a des endroits où je ne pouvais pas chanter. Of course. Même beaucoup d'endroits. Ça arrive encore. Oui. Mais c'est pas grave parce qu'il y a suffisamment d'endroits où j'ai pu chanter. Tu as pu chanter, oui. Oui, je n'ai pas arrêté de chanter en fait. Je m'en suis rendu compte depuis 1973, tu n'as pas chômé une seule année. Non. Oui, j'ai regardé ton CV que Christine a eu la gentillesse de m'envoyer. Tu n'as pas arrêté une seule année. Est-ce que vous arrivez à prendre des vacances d'ailleurs? On n'en prend pas souvent. Non. Mais on prend des mini-vacances quand on va chanter en province, ou en Belgique, ou en Italie, quand on était allé chanter chez Marie Ferré. On prend des petits bouts de vacances, là, mais bon... Mais ne pas prendre de vacances, est-ce que cela signifie que tu es très sollicité, ou bien... Non, mais c'est pas un besoin. C'est pas un besoin. Je ne fais pas un métier dur non plus. Ceux qui ont besoin de vacances, ce sont les gens qui triment. Qui sont à l'usine. Qui sont à l'usine, qui sont peut-être même dans certaines campagnes. Il y a des travaux harassants. Ils ont besoin peut-être de changer un moment. Ils sont dans la nature, d'accord, mais ils luttent, ils vivent durement. Donc ils ont peut-être besoin parfois de changer d'horizon, de gens, etc. Ça, je le conçois, mais moi, j'en ai pas besoin. Alors, tu allais chanter, le troubadour allait chanter de quoi à l'usine. J'aimerais bien écouter une de ces chansons-là. Malheureusement, je n'étais pas là. Donc, je suis obligé de te demander, voudrais-tu pousser la petite chansonnette pour moi? Une de ces chansons-là Et je chante rarement au cours d'un bœuf bourguignon. Ben vas-y, tu n'en as pas mangé depuis. Si, j'en ai mangé. Allez, vas-y, personne t'a vu manger, hein? On me voit. Merde, il est déjà 6 heures et j'ai pas déjeuné. Allez, vas-y, confusion. J'ai déjà mal au dos, ma tête est fatiguée. Pour t'offrir de la viande à mon chef aujourd'hui, faudra que je demande si je peux bosser samedi. Ma tête cavale sur des forêts bleues, je perds les pédales et je me sens vieux. Ma femme, je t'aime, mais j'ai pas le temps de regarder ta peine. L'usine m'attend. Voilà, j'écrivais des chansons comme ça. C'était pas très gai. Donc il y a des endroits où je pouvais les chanter, où je chantais en fait l'histoire des gens qui étaient en face de moi. Ouais. Donc ça se passait très bien. Il les reprenait certainement un cœur avec toi. Oui, c'était. J'ai tout de suite senti que je serais heureux dans ce milieu, dans cette.
je sais pas si on doit dire cette profession, oui, ça l'est devenu finalement, parce qu'on me paye aussi pour chanter. Oui. Mais j'ai senti tout de suite que c'était ma vie, que c'était une belle vie. Écrire de telles chansons, est-ce que cela ne te procurait pas des souffrances personnelles? Parfois oui, mais pour tous les gens qui écrivent, pour tous les gens qui créent, pour tous les gens qui sculptent, moi j'ai des amis sculpteurs, peintres, il y a des moments ils sont dans des affres, ils veulent sortir quelque chose qu'ils ont vu, qu'ils ont ressenti, qu'ils veulent transmettre, et ils n'y arrivent pas, ils tournent autour de l'objet, soit du papier, soit de la toile. On a des amis, beaucoup d'amis artistes qui veulent transmettre des choses, et oui, mais enfin c'est une souffrance quand même modérée. Nous sommes dans une région du monde où la souffrance, ce genre de souffrance, c'est presque un luxe. Ouais. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, j'espère que vous êtes bien calés à la maison et que vous nous regardez. Voilà. Nous allons revenir dans quelques minutes pour vous parler de la rencontre de Serge avec les grands poètes et les grands anarchistes que sont Léo Ferré, Brassens et bien d'autres. En attendant, accompagnez-nous dans notre Bœuf Bourguignon. Encore bon appétit. Bon appétit. Chers téléspectateurs, bon retour dans le Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo. Aujourd'hui, nous recevons un grand de la chanson française, je dirais même européenne ou mondiale, Serge Udjé Royo, est dans le Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo aujourd'hui. Salut encore Serge. Ah ben oui, bien sûr, un bon pinard, c'est... Ah ben c'est toi qui nous l'as proposé. Hein. Il faut toujours boire. Hein. Je ne sais pas s'il faut toujours boire. Il faut quelquefois boire. Hein. Il faut quelquefois boire avec des gens de bonne compagnie. Ben voilà. Il vient de me faire croire que je suis de bonne compagnie. Bon. Alors Serge, on va dire la vérité aux téléspectateurs, car dans le Bœuf Bourguignon, on dit toujours la vérité. Il y a de cela, un peu plus d'un mois, je ne te connaissais pas. Je n'avais jamais entendu parler de toi. Nous avons un ami en commun, Eric Durand, que je salue, qui m'invite. Salut Eric. Qui m'invite à l'Alhambra à Paris, couvrir le festival Le Jour Ferré. J'y arrive. Dans un premier temps, je vois une belle dame qui présente les artistes. Cette belle dame est à ta droite. Je ne sais pas comment elle fait pour être à ta droite aujourd'hui. Elle devrait être à gauche, mais bon, allez, c'est notre affaire. Oui, mais c'est moi qui serai à droite. Mais elle est à ta gauche depuis 24 ans, ce qu'on sait désormais. Alors, et ensuite, je te vois co-présenter avec elle. Je me suis dit que tu étais le présentateur. Quelques temps après, je t'écoute chanter, je suis médusé. Et tu reprenais une chanson de Léo Ferré. Alors je me mets à poser des questions à Eric, à tout le monde dans la salle. Et c'est comme ça qu'on me parle de toi pour la première fois. Serge Udjé Royo est chanteur depuis Mathusalem. Serge, qu'est-ce qui explique que le grand public français mais les gens qui ne te connaissent pas le connaissaient? Oui, les gens dans la salle étaient convaincus. Hein, pour se déplacer à ce festival, le Jour Ferré, il fallait être un fan de Léo Ferré, un fan de Serge, un fan de ceux qui venaient là. Oui. Voilà, dans ceux, c'était des religieux. Non, pas que, il n'y avait pas que ça. Ah oui, il y avait des curieux aussi, oui, moi j'en faisais partie des curieux. Ouais. Mais Serge, qu'est-ce qui explique que tu as arrêté sur les grands médias français? Qu'est-ce qui explique que le grand public lambda ne te connaisse pas? Il y a plusieurs raisons que j'imagine, et il y a sûrement des raisons qui m'échappent. Ce que j'imagine, c'est que j'ai commencé, moi, comme chanteur, vraiment enserré dans des guillemets d'engagement politique. Et puis, engagement très précis, hein, en fait. Pas du tout dans un mouvement politique. Hein. Je n'ai roulé pour aucun parti. Mais je venais du mouvement libertaire. J'étais dans le mouvement libertaire et je chantais. J'étais une espèce de chanteur social. Et ça ne marchait pas trop. Il y avait quelques personnes installées, par exemple Ferré
il n'a pas commencé comme chanteur engagé. Hein. Il a chanté dans les cabarets dans les années 40 et 50, et c'était un excellent créateur de chansons de cabaret, belles chansons poétiques, populaires quand il le fallait, enfin voilà. Et il est devenu célèbre, et après il a commencé à dire des choses assez vite, mais il était déjà un peu installé. Il a un peu fait du tronc avant l'heure, quoi. Il a retourné la veste. Non, pas du tout. Je dis non. Dutronc, c'est un truc à part. Non, Dutronc, c'est une fabrication industrielle. D'accord. Non, lui ne l'était pas. Non. Et il y a eu quand même d'autres exemples comme Brassens. Moi, je ne le vois pas comme un chanteur qui aurait changé. Non, pas du tout. De répertoire à un moment donné, si tu veux. C'est qu'à un moment donné, on s'est intéressé à peut-être ce qu'il disait déjà avant, auquel on ne s'intéressait pas. Au début, on va s'intéresser plutôt à des chansons plus ouvertes, plus larges, plus des chansons d'amour, des chansons de poésie, de découverte de la beauté, etc. Des choses comme ça, ou simplement des chansons plus simples de la vie, la vie de toi et moi. Et puis, ensuite, quand il acquiert une notoriété, alors là, il peut tout dire. Il peut tout dire. Enfin, et peut-être je pense qu'il en était ravi. Et donc, il va dans des terrains beaucoup plus accidentés, oui. C'est-à-dire et beaucoup plus où son engagement anarchiste se révèle très clairement. Oui. Je pense que c'est le même homme. Il n'a rien trahi, voilà, c'est juste pour ça. Non, il n'a pas retourné ça. Ça a été un peu de l'eau, quoi, posé sur le feu qui commence par. Après, boum, elle bouillit un peu plus, quoi. Il est devenu plus un précateur après, et puis il a fait des expériences musicales étonnantes aussi, qui bousculaient les idées reçues et qui étonnaient, pour lesquelles j'ai un grand respect, même si je ne rentre pas dans toutes ces expériences, j'ai un grand respect dans cet homme qui a tout le temps essayé de rénover sa façon d'exprimer son répertoire. Sinon, il était déjà dans les années, à la fin des années 50, il a écrit une chanson sur De Gaulle. Sur De Gaulle, intitulée Mon général. Ah ben ça, j'aimerais t'entendre l'interpréter. Je l'ai enregistré. Elle est sur un disque. Tu l'écouteras. Moi, je l'écouterai, mais les téléspectateurs du Bœuf Bourguignon veulent t'entendre nous pousser la chanson tout le temps. T'es mal barré, hein? Je suis mal barré parce qu'il faut que je me la remémore comme ça. Bon, c'est pas grave. Cherchez Mon général dans les chansons de Ferré. C'est une chanson donc qui a été censurée, bien sûr, qui n'est jamais passée en radio. Parce qu'elle parlait du général de Gaulle, mais elle n'était pas une chanson virulente comme il a pu en faire après. Elle était drôle, elle était... À la fin, par exemple, il dit... non, j'ai du mal à retrouver les paroles comme ça au milieu. Il dit, vous êtes comme Jeanne d'Arc. La France, c'était vous, la France. Et il lui dit, bon, en fait, je vous raconterai... La prochaine fois, je vous raconterai l'histoire de France. Pour vos vacances, en général. C'est une façon de lui dire, tu sais pas tout, tu sais pas l'essentiel, tu es dans ta France ta bulle, à toi. Voilà. On t'a créé une bulle. Voilà, et c'est très drôle, mais à l'époque, c'était un crime de lèse-majesté. Et je suis totalement d'accord avec Léo Ferré, car, chers compatriotes français, vous ne connaissez pas l'histoire de Gaulle. Vous l'avez mystifié et mythifié. On vous a jamais expliqué comment le général de Gaulle fait pour partir de Douala au Cameroun et rejoindre l'Angleterre, où il fera son discours du 18 juin 1940. On ne vous l'a jamais expliqué. Posez la question à Ségolène Royal ou à son papa, le colonel Royal qui était à Dakar à l'époque. On ne vous a pas dit la vérité. Bon, ça c'était Léo. Toi, tu es bon pour une émission. Il faudrait que tu sois là aussi et qu'on t'interroge et que... Tu veux qu'on change de veste? Et que tu dises les choses. Tu me files ta veste, tu prends la mienne. Bon, allez. Alors, en dehors de Léo Ferré, je suppose que tu l'as rencontré de son vivant. Je l'ai rencontré, mais je ne lui ai pas dit un mot. J'étais pétrifié. Pétrifié. Et c'était pourtant un homme qui... enfin, pas lui, mais quand il terminait ses concerts, il y a quelqu'un venait sur scène et disait dans une vingtaine de minutes, Léo sera disponible dans le hall pour parler. Léo sera disponible. Il sera disponible, Léo. Vous voulez voir Léo? Eh ben, j'ai jamais osé. En plus, moi, je l'ai vu à Liège, en fait. Je l'ai vu en France aussi, oui. Je comprends pourquoi il s'est installé à Liège 13 années. Il a vu Léo Ferré là-bas, il y est resté 13 ans.
à Liège. Oui, Léo Ferré était très aimé à Liège et il a joué avec l'Orchestre Philharmonique de Liège. D'accord. Avec lequel j'ai eu le bonheur de jouer. Est-ce que c'est pour cela que tu es resté à Liège 13 années? Non, je suis resté à Liège parce que j'ai rencontré des gens magnifiques. J'y ai rencontré l'amour aussi. Oh, l'amour, quand tu oui, bah oui. Mais j'ai rencontré des gens magnifiques. J'ai rencontré les premiers Congolais de ma vie à l'époque. Ils étaient beaux, rassure-moi. Ils étaient beaux et belles. et ces gens-là m'ont appris des choses que je ne savais pas. Oh, mon Dieu. Donc en fait, la Belgique, et notamment Liège, mais Bruxelles aussi, mais Liège, était un réceptacle de bannis du monde. Il y avait des Chiliens qui étaient là, on se retrouvait comme des frères, on pleurait sur les épaules les uns des autres. J'aimerais tellement t'y suivre, on va prendre ma petite caméra te suivre à Liège. J'espère que c'est pas le vin qui t'y a attiré, étant donné le bouchon du coin, quoi. Non. Il y a de bonnes choses. Il y a des bonnes choses à boire et à manger à Liège. Non, mais il y a surtout beaucoup d'exilés, mais ça date du 19e siècle. Au 19e siècle, les communards, les bannis de la commune, ont été accueillis en Belgique et notamment à Liège. Donc c'est une tradition, quoi. La Belgique est une petite tradition. Il faudrait qu'un jour qu'on nous explique l'histoire de la création de cette Belgique. Hein. Oui. Ça aussi, c'est une histoire qu'on ne vous a pas racontée. Oui, c'est vrai. Bon, alors, en dehors de Léo Ferré, tu interprètes aussi Georges Brassens. Peu, mais quelquefois. Mais Brassens, j'ai été baigné dans Brassens étant môme parce que Brassens venait chanter pour les Espagnols exilés à la Mutualité. Ah, d'accord, à Paris. Et oui, et donc... Quand il habitait chez Jeanne. Je ne sais pas s'il habitait encore chez Jeanne. La canne de Jeanne a eu des soucis. Oui, la pata de Juana. Tu sais qu'il existe des versions espagnoles. Ouais. Non, il était déjà un peu connu et il venait offrir de son temps et de son art pour les exilés. Ouais. Donc à l'époque, ça faisait partie des manifestations espagnoles dans lesquelles allaient mon père, ma mère, mes oncles. Il y avait beaucoup d'exilés qui venaient à la maison. Pour moi, c'était des tontons et des tatas. Ouais. Et en fait, c'était tous les malheureux. Est-ce qu'il t'est arrivé d'être très content de le voir, Brassens? Ah oui. Tu as dû lui chanter un jour de gloire est arrivé, quand tous les autres étaient crevés, moi seul connais le déshonneur de ne pas mort au champ d'honneur. Je suis la mauvaise herbe, brave gens. C'est pas moi qu'on ruine et c'est pas moi qu'on met en gerbe. La mort fauche à les autres, brave gens. Et me fit grâce à moi, ce Timor m'a laissé comme ça. La 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 la. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, ça vous dérange que je vive un peu. Eh bien, laissez-moi vivre, hein. Même si ça ne vous plaît pas. Laissez-nous vivre. Laissez-nous vivre. Alors, Brassens était aussi anarchiste. Bon, il a même été trésorier de la Fédération anarchiste. Ah bon, j'apprends quelque chose. Dans les années 40. Trésorier? Absolument, oui. Waouh. Et il était aussi... il cherchait, j'ai lu toute sa correspondance avec un anarchiste de Lyon dans les années 40, après la guerre. Hein. Ça se passe en 45, 46, 47. Il voulait créer un autre journal parce que lui, il voulait parler de la chanson, du théâtre et du cinéma. Dans le journal, et à l'époque on lui faisait des barrages, mais je ne sais pas quel genre de barrage, probablement parce qu'il avait qu'une toute petite rubrique et il voulait en mettre beaucoup. On lui disait non, pas ça, on lui refusait des billets. Ça l'agaçait et il s'est dit je vais monter un journal anarchiste. Et j'ai découvert dans sa correspondance qu'il avait concocté un certain nombre de projets et de journaux avec des titres. Donc il y avait l'anarchiste, parce qu'il estimait que le Monde Libertaire, le journal de la Fédération anarchiste, c'était pas assez pointu pour lui. Le titre. Je vais l'appeler l'anarchiste, et il avait trouvé un autre nom que j'oublie là comme ça. Donc il a été très impliqué dans le mouvement libertaire organisé. D'accord. Ouais. En dehors de lui, est-ce que tu as côtoyé des gens comme Jacques Brel? Non, j'ai jamais rencontré Jacques Brel. J'ai rencontré Jean Ferrat. Jean Ferrat. Oui, Jean Ferrat, c'est ce que nous avons en commun, car Jean Ferrat était aussi un ami. Et j'ai le regret, j'ai toujours regretté de n'avoir pas été entré sur Volant. Il m'a invité plusieurs fois par écrit. Il a même demandé à sa maison de disques de m'envoyer les textes de ses chansons il y a quelques années.
Et j'entrais à l'école de journalisme à l'époque, et ensuite il fallait travailler. Donc je n'ai jamais trouvé du temps pour aller voir Jean Ferrat jusqu'à son décès en mars 2010. Oui, je ne veux pas approfondir ton regret, mais aller voir Jean Ferrat, être un être très simple, sur la place d'Entraigues, la place principale, il y a un gros arbre au milieu. Là où jouer aux boules, oui, comme n'importe quel kidam, il fallait aller le voir. Se fâcher comme un gamin, en disant mais non, mais pas du tout. Il était mauvais perdant. Il aimait pas perdre. Et c'était drôle parce que tu disais ce bonhomme là qui a soulevé des foules, qui a eu une carrière qu'il a écourtée parce qu'il avait des problèmes de santé. Il l'a écourtée, il ne pouvait plus suivre, problème pulmonaire. Mais cet homme redevenir, ce kidam au milieu des kidam, nous sommes ravis, heureux d'avoir rencontré ce bonhomme dans ce contexte. Après, on est allé chez lui, on a partagé des repas, mais là, le voir là, comme on le regardait, moi je jouais pas au bout, je regardais, et je le voyais comme n'importe quel petit retraité. C'était très beau. Des gens comme ça sont des vraies personnes normales. Oui. Pas comme celui qui me dirigeait avant. Là. Tu reviens, tu veux vraiment qu'on parle politique? Non, du tout. Alors, mais de toute façon, on ne fait que cela. Car l'une des chansons de Jean Ferrat qui m'a marqué, je ne comprenais pas à l'époque, je venais d'arriver en France, c'est partout le bruit des bottes, c'est partout l'ordre en kaki. En Espagne, on vous garotte, on vous étripe au Chili. Et je demandais à ma feu épouse, Danielle à l'époque, mais c'est quoi cette chanson? Elle me parle, mais je ne comprends pas. C'est comme ça qu'elle m'explique la dictature sous Franco, sous Pinochet. Et j'ai appris l'histoire de ton pays d'origine en écoutant Jean Ferrat. Est-ce que cette chanson-là qui parlait de ton pays d'origine et de l'histoire franquiste, est-ce que c'est cette chanson qui t'a amené à aimer l'homme Ferrat ou bien de façon générale son œuvre? Non, c'est pas cette chanson, c'est des chansons plus populaires. Moi, j'étais très jeune. Avant ça, parce que La Montagne, ça vient de sa rencontre déjà en Ariège. Il a d'ailleurs créé un petit resto à l'époque qui s'appelait La Montagne, qui existe toujours, et qu'il faisait gérer par quelqu'un que nous avons bien connu aussi. Non, c'était bien avant, il était à ce moment-là parisien, en banlieusard, je crois. Et non, il chantait Ma Môme. Ma Môme, ça nous touchait tous, chanson de Prolo. Ça nous touchait beaucoup. C'était une petite rengaine. Aujourd'hui encore, moi je la chantonne. Elle disait les petites gens. Je parlais des petites gens. Les ouvriers qui ne partent pas en vacances. Voilà, qui restent à Saint-Ouen, qui ne sont pas à Saint-Paul-de-Vence. Voilà. Et ça touchait vachement. Ah oui, et ça nous touchait. Moi, ça me touchait, moi, bien sûr. La première fois qu'il t'a invité, Serge, à participer à une animation dans le village. Oui, d'ailleurs, je ne chantais pas. Serge ne chantait pas, il était invité à participer à un débat sur le thème de la censure. Chanson et politique. En chanson, voilà. Oui. La chanson et la politique, et particulièrement la censure. Et lui parlait, alors Serge a parlé des formes de censure qui ont succédé à la première censure, qui était celle où il y avait des chansons qui étaient interdites, des thèmes dont on ne devait pas parler. Et il disait que certaines fois, il était invité à une émission de télévision, c'était des grosses émissions, parce qu'il était très populaire, donc il était invité dans les grosses émissions, et on lui disait « Qu'est-ce que vous allez chanter ?» Alors il disait les titres, et on lui disait « Ça oui, ça non, ça non, ça non, ah bon, bah je viens pas. » Ah bon, il ne vient pas. Oui, parce qu'il savait que ça allait poser un problème. Jusqu'au moment où on lui disait, bah attendez, monsieur Ferrat, les gens vous attendent. Ils vont nous accuser de vous censurer, de ne pas vouloir vous inviter. Il dit, ah bah il faisait de l'audience, les chaînes le voulaient, quoi. Et voilà, il racontait tout ça, comment il avait réussi certaines fois aussi à travers le titre d'une chanson dont les censeurs n'avaient pas lu les paroles, arriver à chanter des chansons. Par exemple, Ma France, c'est une chanson qui a été censurée, qu'il a réussi à chanter à la télé alors qu'elle était censurée, parce que les gars, ils n'avaient jamais lu
le texte de la chanson. Et il savait absolument pas, il se disait, ma France, ça doit être une chanson française. Ben oui, un peu comme du Charles Trenet, quoi. La beauté de la France, je sais pas. Il le fait aussi, mais il parle de la France combattante, de la France de la mémoire, de l'histoire. La France des ouvriers, de l'histoire. Il lui arrivait d'être coquin, notre ami Jean. Hein? Ah oui, c'était un malin. Quand je vois, tu vois sa chanson, Le Muguet, qui frappe à coups redoublés, à ta porte verrouillée, sans s'occuper des voisins, qu'aime pas le tambourin, c'est le méchant loup, mamie, c'est le méchant loup. Donc, la mamie avait un amant qui, de temps en temps, frappait à la porte. Ça, c'était du coquin, ça. C'est quand il chantait plus. Il chantait plus, il les portait plus sur scène à ce moment-là, quand il a enregistré. Il les enregistrait. Il les a enregistrés. Et il y a plusieurs chansons qui sont, très coquines comme ça. Très érotiques, qui sont belles. Elles sont belles, oui. Bah, il était sur le chemin d'Aragon déjà. Donc, oui. Il y avait... La femme et l'avenir de l'homme, qui est un texte d'Aragon. Quelque chose qui pouvait aller naturellement dans cette... et lui permettre de le dire joliment. On va revenir à toi, Serge, car c'était notre fenêtre. Jean Ferrat, Léo Ferré, Brassens, des personnes que tu as aimées, que j'aime, que nous aimons presque tous en France, sauf certains bien entendu. Alors, on revient à toi. J'ai lu quelque part que les portes des médias étaient officieusement fermées, tu les as forcées en remplissant des salles. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Cela dit, moi je courais pas vers les médias. Je m'y suis toujours senti mal à l'aise. Et je me suis toujours senti étranger sur un plateau. C'est comme ça. Rassure-toi, t'es pas étranger là où tu es là. Sur JMTV+, t'es à la maison là. Oui, tout à fait. C'est très net et tu as très bien pigé le truc pour mettre à l'aise les gens. Mais on peut pas te comparer à ces structures qui sont extrêmement froides. Tu arrives. Bon, en ce moment, c'est encore pire maintenant. Hein. Tu as une armée je le comprends. De gardes. Bon, bref, c'est très compliqué. Tu rentres en voiture, par exemple, on te fouille le coffre, etc. Mais il y a déjà quelques années. Hein. Donc c'est très différent. Tu arrives, tu as quelqu'un qui vient te chercher ou pas. Tu marches longtemps dans des grands couloirs. Tu attends. Ensuite, on te maquille, ce dont j'ai horreur. Et voilà, c'est très différent, mais je comprends ce système et c'est pas pour moi, c'est pas mon système. Ça fait pas partie de ma famille, quoi. Mais écoute, tu vas aider JMTV+ à grandir parce que mon système serait le tien. Attends, c'est extrêmement différent ici. J'ai même pas l'impression, j'arrive à oublier. Bon, je vois bien la caméra là, parce que tout à l'heure tu m'as dit c'est celle-là la tienne. Ouais. Donc tu arrives à oublier qu'il y a une caméra qui te fixe. Hein. Tout à fait. Et bon, et puis je regarde le copain que personne ne voit. Qui est dans les coulisses. Je regarde parce on est en fait ensemble là, et ça c'est très différent. Ça. Ouais. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai pas vraiment beaucoup mis les pieds dans les médias. Et puis, il y a aussi une censure, une vraie censure. Une vraie censure, tes chansons dérangées. Ah oui. Et puis ce que je dis aussi. On a eu des organisateurs qui venaient pour voir le spectacle, ils sortaient de là en disant « Oh, le spectacle est très bon, mais alors il parle entre les chansons. Il dit des choses. » Alors il y a ça, et aussi sur le contenu, j'ai entendu des gens... Oh, c'est dommage qu'ils chantent pas plus de chansons d'amour, quoi. Oui. Parce que bon, c'est la politique, ça va un peu. Et en fait, ils avaient rien compris. Parce que il y a des chansons d'amour à quelqu'un, et puis il y en a d'ailleurs. Et il y a des chansons d'amour universelles. Et celles-là, ils les jugent trop politiques. Voilà. Christine, toi à côté de cet immense bonhomme, immense par le talent, par la taille et par l'intelligence, comment arrives-tu à trouver ta place auprès de Serge? Je la trouve d'abord parce que j'existais avant lui, j'existerai peut-être après lui, j'en sais rien, dans ma tête, dans mes rêves, dans tout ça. Et puis aussi parce que j'aime l'accompagner. J'aime cette place dans laquelle je trouve aussi une possibilité d'expression de ce que je veux faire. Moi, si tu veux, c'est très simple en fait. Ma place, je l'ai comprise. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, ce gars-là, il chante. Et
texte qui me touche beaucoup. De l'autre côté, je connais des gens qui écoutent de la chanson, qui n'écoutent jamais ce chanteur-là. Et moi, je suis là. Et comment je peux faire pour faire un petit, faire la connexion. Petit fil, hein, tu vois, faire un petit chemin de l'un à l'autre, de l'un aux autres. Et voilà, et ma foi, c'est un peu la place que j'essaye d'avoir. Je parle pas de la vie privée, hein, je parle de la vie publique. Publique, du travail, de tout ça. Et donc voilà, j'ai essayé de le faire, de l'aider, parce qu'il n'avait pas besoin de moi, mais il avait besoin de quelqu'un qui puisse, si tu veux, foncer un peu. Il n'avait tellement pas besoin de toi, ça fait 24 ans, ça dure. Hein. Aller dans les médias ou n'importe quoi, il ne voulait pas. Moi, j'ai appelé un copain attaché de presse, là, Éric Durand, dont tu parlais tout à l'heure. Ah ouais. J'ai dit, Éric, il faut qu'on y arrive, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne tombe pas ce gars-là sur des grosses chaînes publiques et autres. D'accord. Et voilà, et avec son aide, qui nous a été très précieuse, on a réussi à franchir quelques portes. Il est passé. Alors, c'était marrant, on rigolait des fois, parce qu'on nous disait, ah oui, on veut bien Ujiroyo, mais alors, la nuit, j'ai dit, mais pourquoi la nuit? Ah bah, parce que le jour, ça va pas. Ouais, comme tout le monde dort. C'est ça, le jour. La nuit, ça va. Je dis, bah, parce que personne n'écoute. Ah si, il y a les gens qui travaillent. Ah bon, d'accord. Ah bon. Bah, écoutez, allez-y donc. Et aujourd'hui, voilà, la liste des médias qui parlent de lui, où on l'a vu, Télérama, l'Obs, Marianne. On a forcé. Marianne, pas celle de la République, bien entendu, car ça pourrait poser de problème à... Vous voyez, l'autre Marianne, là, au grand sourire. Parachutiste. Bon. Parachutiste. Le sourire de parachutiste. La Croix, le Canard enchaîné et déchaîné. Pas que suffisant. Libération, le Parisien, l'Humanité. Oui, ça collait bien. L'Humanité avec toi, ça colle bien. Hein. Bah. Pas toujours. Pas toujours. Non. Ça n'a pas été le plus facile. Ça n'a pas été le plus facile. Ah bon? Ouais. Bon, TV5, RT. Il y a même des médias de droite qui parlent de toi, là. Le Figaro. Comment t'as fait? Ah, moi, j'ai rien fait. Oh, Serge Dassault. Pardon. Salut Serge. C'était une histoire de Serge, je crois. Je ne prends jamais l'avion. Alors, comment t'as fait pour passer dans le Figaro? Il y a des gens qui s'intéressent à la chanson d'expression dans des médias comme le Figaro depuis longtemps. Le Figaro a fait des papiers affairés dithyrambiques à Francesca Solville. Dithyrambique. C'est formidable. À Ferrat. Waouh. Oui, oui. Bah, là, dans le spectacle dont tu parlais tout à l'heure, Le Jour Ferré, Le Jour Ferré, oui. On a été annoncé 2 fois dans le Figaro, 1 fois dans la Croix, et c'est tout. Et les autres médias? Non. Cherchez l'erreur. Cherchez l'erreur. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon de Jackie Moifo, aujourd'hui, vous n'avez pas vu Wes Fosso qui est empêché. J'aurais tellement aimé le présenter à Serge, mais ce sera pour une prochaine fois. Salut à toi, Wes. J'espère que vous avez aimé cette émission qui vous a permis de connaître Serge Ujiroyo, que vous ne connaissez certainement pas dans certains coins aux États-Unis, en Afrique, et même dans certains coins de France. Suivant mon regard, je ne crois pas qu'à la selle Saint-Cloud on l'écoute trop, mais bon, à partir d'aujourd'hui, vous l'écouterez. J'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, partagez. Si ce n'est pas le cas, venez nous le dire. On vous embrasse très fort et vous dit à bientôt. Salut Serge. Ciao, ciao. Ciao, ciao Christine. Salut. Bye bye.